Nous venons de voir comment le disciple est présenté chez les peuples qui sont proches des auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour nous permettre de comprendre que Dieu a mis la notion de disciple chez ces peuples dans le but de quelque chose. Mais maintenant, la grande question que nous allons nous poser, est-ce que dans nos milieux africains, nous pouvons aussi trouver des indices qui nous présentent le disciple et sa formation? L'une des institutions que personnellement j'ai étudiées, où on peut voir clairement la notion de disciple et de maître, c'est dans les initiations africaines. Lorsque nous parlons des initiations africaines, il y a plusieurs sortes d'initiations. Il y a des initiations qui s'occupent de la construction de l'identité. Il y a des initiations qui s'occupent de mettre quelqu'un dans une profession. Il y a les initiations qui permettent aux jeunes de passer d'une étape à une autre étape. Il y a des initiations aussi qui permettent d'arriver à une sorte de divination, ou ce qu'on appelle des initiations qui vous permettent d'entrer dans des pouvoirs. Parmi toutes ces initiations, moi je voudrais mettre surtout l'accent sur un type d'initiation qui, à mon sens, par rapport à ce que je comprends de la formation du disciple, a des éléments importants qui peuvent nous permettre de mettre en dialogue ce qui se passe dans notre culture et ce qui se passe dans la parole de Dieu. La chose sur laquelle je voudrais m'accentuer, c'est l'initiation en milieu lobby, qui s'apparente à l'initiation chez les Sénoufos, pour montrer quels sont les éléments qui peuvent nous aider, nous, en tant que chrétiens, à comprendre comment nous pouvons former des disciples dans l'Église, afin qu'ils soient réellement enracinés et qu'en effet, ils présentent une foi authentique que personne ne peut ébranler. Je vais relever certains éléments. Dans les initiations africaines, il y a 3 éléments très importants. Le premier élément, ce sont les agents, c'est-à-dire ceux-là qui sont impliqués dans la formation ou dans l'initiation. Puisque je veux parler des rites de passage, de l'âge d'enfant à l'âge adulte, et dans ces initiations, il y a les maîtres et il y a les disciples. Et cela est très important de comprendre ces 2 éléments. Que chez nous, en Afrique, il y a des cadres de formation des jeunes. Et par exemple, chez les lobbies, l'initiation se fait chaque 7 ans. Et avant la 7e année, il y a ce qu'on appelle une année de purification, où la société doit être purifiée afin de pouvoir aller au village de l'initiation. Si tu n'es pas purifié, tu ne peux pas aller au village de l'initiation. C'est ainsi que la société va tout faire pour que ceux qui volaient puissent arranger leur situation, que les adultères arrangent leur situation, que tous ceux qui commettent des exactions contre les interdits de l'ethnie puissent effectivement les arranger avant de vouloir partir pour l'initiation. Et justement, les maîtres sont là pour veiller à cela, pour préparer les novices à aller à l'initiation. Donc, en plus des maîtres et des disciples, que j'appelle en quelque sorte les agents, ceux qui sont impliqués dans l'initiation, venons maintenant à la fonction des initiations en Afrique. Je ne parle pas pour
toutes les initiations. Mais je parle de ce que je connais chez les lobbies. L'initiation chez les lobbies a pour but de construire une nouvelle identité. Et comment est-ce que ça se fait? Lorsque les jeunes arrivent au village de l'initiation, on creuse un trou, on les déshabille complètement, on met une sorte de potion dans le trou, on fait coucher les jeunes à plat ventre devant le trou et on les fait boire ce liquide que d'ailleurs dans la langue on appelle le lait. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en réalité, parce que chez le peuple Lobi, Dieu qu'on appelle Tangba a pour épouse la terre. Et lorsqu'il pleut, Tangba féconde, n'est-ce pas, la terre afin que cela puisse produire pour pouvoir nourrir. La terre est en quelque sorte la mère nourricière. Et c'est pourquoi en couchant ces jeunes, en couchant ces gens à plat ventre sur cette terre, cela montre en quelque sorte une sorte de transfert. Cela veut dire symboliquement que désormais, cet enfant est rené. C'est-à-dire que la mère utérine va maintenant faire place à la vraie mère qui est la terre, l'épouse de Tangba de Dieu. Et ça, c'est très important. Ça montre qu'il y a une sorte de renaissance. Et après cela, les initiés vont au fleuve pour recevoir le baptême. On les baptise. Et après le baptême, on donne à chaque initié un nouveau nom. Et ce nom vient annuler tous les autres noms d'avant. Et personne ne doit plus appeler l'initié par son ancien nom parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Et lorsque l'initié retourne au village, il ne doit même plus revoir les anciennes choses qu'il avait laissées. S'il avait laissé des choses à la maison, au retour, il n'a pas à demander à retrouver ces choses parce que ce sont des choses du passé. Et le passé est passé. Puisqu'il est une nouvelle créature, eh bien, les choses doivent être nouvelles. Ça permet donc à l'initié de parvenir à une sorte d'identité nouvelle. Deuxième chose aussi de la fonction des initiations Lobi, c'est que ça crée une fraternité. Une fraternité beaucoup plus grande que la fraternité biologique. Si par exemple nous sommes promotionnaires d'une même initiation, mon promotionnaire d'initiation est plus frère à moi que mon frère de même sang. Et quand il y a quelque chose à défendre, je dois d'abord défendre, n'est-ce pas, mon promotionnaire à la place de mon frère. Si je dois décider entre mon frère biologique, mon frère de même sang et mon frère de l'initiation, c'est mon frère de l'initiation que je choisis premièrement. Et je dois veiller aussi sur mon frère de l'initiation. Donc, ça crée une fraternité solide. Et même, je dirais, une fraternité sacrée. Parce que si, par exemple, il y a des choses qui arrivent à un de mes promotionnaires et que je ne le défends pas, eh bien, on me demandera de rendre compte à cela. Donc, les gens de la même promotion veillent les uns sur les autres. La troisième chose, en tant que fonction, c'est que l'initiation Lobi prépare l'initié à occuper sa place dans la société. Tant qu'on n'est pas initié, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Mais une fois qu'on est initié, effectivement, on peut prendre sa place pleinement au sein de la société. Alors, lorsque nous essayons de regarder ces fonctions des initiations Lobi par rapport à certains éléments que nous allons voir plus tard, nous retrouvons qu'il y a des éléments qui peuvent nous permettre, par exemple, de pouvoir créer cette fraternité, de pouvoir créer cette identité nouvelle en Jésus-Christ, de pouvoir occuper notre place dans l'Église comme il se doit. Alors, voyons maintenant la troisième chose des initiations. C'est la transmission des savoirs. Quand l'initié va à l'initiation, ce qu'on fait, c'est de lui donner une connaissance de son origine.
lui faire comprendre exactement d'où il sort. Et dans l'initiation de l'Obi, par exemple, il y a le pèlerinage qui, en quelque sorte, est on suit les traces des anciens, des ancêtres, pour effectivement arriver à comprendre certaines réalités, arriver à comprendre l'histoire du peuple. Non seulement l'histoire du peuple, mais en deuxième lieu, il faut aussi comprendre les principes qui régissent ce peuple-là. Ce sont les lois, les règles, les interdits. Et tout cela, on donne à l'initié afin que vraiment il puisse les garder, il puisse vraiment les garder comme quelque chose de très important. Et il ne doit pas aller dire ça n'importe où, n'importe comment. Et l'autre chose, c'est que dans l'initiation, non seulement on donne des connaissances sur le savoir en tant que tel, mais aussi on apprend aux jeunes à faire des choses par leurs propres mains. On apprend aux jeunes comment parler. On apprend aux jeunes comment être. Voici en quelque sorte, en ce qui concerne les initiations traditionnelles Lobi, les différents éléments qui nous permettent de comprendre qu'en Afrique aussi, il y a des lieux ou des cadres de formation où on peut trouver des maîtres aussi bien que des disciples. Ce dont je viens de parler concerne la construction de l'identité. Mais aussi ailleurs, on peut parler par exemple de la formation d'un chasseur, où par exemple on retransmet au chasseur les secrets du métier. On lui fait connaître, n'est-ce pas, quelles sont les plantes médicinales, quelles sont les traces des animaux, comment est-ce que les comprendre, etc., etc. Donc tous ces éléments sont là en Afrique pour nous aider à comprendre comment nous pouvons enraciner la formation des disciples dans nos églises afin de former des disciples qui connaissent exactement qui ils sont, où ils vont et qu'est-ce que le Seigneur attend d'eux. La formation des disciples dans l'église. Voici ce que l'église est appelée aujourd'hui à accentuer. Parce que notre monde devient de plus en plus hostile. Et nous sommes appelés à former des gens solides. Regardez par exemple ceux qui viennent des initiations. Regardez la fierté qu'ils ont. Mais est-ce que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes fiers de notre état? Est-ce que nous pouvons brandir notre état vis-à-vis de ce monde? Dire au monde non pour telle ou telle chose et avancer. Frères et sœurs, je voudrais te poser cette question encore. Où est-ce que tu en es dans ta vie de disciple? Où est-ce que tu en es? Ton identité en Christ, qu'en fais-tu? La fraternité en Christ, qu'en fais-tu? Ta place dans l'Église, qu'en fais-tu? La connaissance que tu dois avoir du Seigneur, où en es-tu? Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions revoir notre vie pour être des disciples comme il le demande.